Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jean Carton. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à un jeu tiré de l'univers de Lovecraft, le bien nommé Lovecraft. Dans cette vidéo, je vous présente donc ce jeu Lovecraft édité par Zacatrus, qui est un jeu d'aventure narrative. Je vous explique comment on y joue et je vous donne mon avis à la fin donc de cette vidéo. On voit ça tout de suite. Et le voici donc ce Lovecraft, édité par Zacatrus, donc indiqué une Z-aventure, une Z-aventure. Donc Z certainement en référence avec Zacatrus, donc pourquoi? Parce que c'est un jeu donc narratif, a priori c'est le premier tome, le premier épisode, je sais pas exactement comment est-ce qu'il les nomme. Donc il y en aura probablement plusieurs autres par la suite, voilà. Donc qu'est-ce que l'on peut trouver dans cette boîte de Lovecraft? Donc on va trouver pas énormément de matériel, et finalement c'est ça qui va faire la marque de fabrique de ce jeu, c'est de pouvoir jouer à un jeu narratif, mais sans avoir à sortir, sans avoir à inonder votre table de matos. Donc qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver donc le livre de jeu, puisque c'est un jeu qui va utiliser ce système de cahier à spirale qui à mon sens était révolutionnaire quand c'est sorti. Donc on l'a trouvé dans plusieurs jeux, différents. On l'a eu par exemple dans les jeux type Histoire de peluche, on les a eu également chez Gloomhaven, donc les mâchoires du lion, entre autres, parce qu'il y en a quand même pas mal qui l'utilisent ce système, et je trouve que c'est vraiment top, ça évite de sortir un million de tuiles, et du coup d'avoir moins de matériel, forcément ça coûte moins cher également. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? On va trouver, donc vous allez choisir un investigateur, donc ça en fonction de l'affaire que vous allez sélectionner, donc ça j'y reviendrai, je vais y revenir juste après. Vous allez avoir votre paquet d'objets, donc qui est classé dans l'ordre ici, voilà, donc vous avez un ordre donc de 13 à 71, alors pourquoi 13, pourquoi à partir de 13? Parce que ce que vous avez en dessous ce sont des cartes blessures, donc les cartes blessures vous allez devoir les mélanger, donc là je vais vous dire très honnêtement, je ne sais pas pourquoi elles sont numérotées pour le coup. J'ai pas eu l'occasion à un moment donné de me dire, j'ai pas eu une instruction me disant qu'il fallait que j'aille chercher telle carte au lieu de telle autre, mais bon, c'est pas très grave. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des pions blessures, donc des pions 1, 3, c'est classique que l'on va mettre sur le côté. On a ces petits marqueurs là, Z, qui signifient généralement des espaces bloqués, donc quand on va révéler une nouvelle map, en gros le scénario va vous dire placez ces marqueurs à ces endroits-là. Et on a évidemment des jetons ennemis, parce qu'il sera question d'ennemis, de combats. Forcément, si vous connaissez un petit peu l'univers de Lovecraft, les cultistes ne vous sont pas inconnus. On a également pas mal de dés ici pour pouvoir réaliser des tests, hein. C'est un jeu narratif avec quelques tests, donc là-dessus on reste dans la lignée de ce qui se fait sur les jeux de l'univers de Lovecraft. Et donc voilà, c'est tout ce qu'il fallait voir concernant en tout cas ce matériel. Il y a un petit peu plus de personnages, parce que vous pouvez sélectionner toujours un personnage ou un autre suivant les aventures que vous allez faire. Il y a 2 aventures dans cette boîte, et donc soit vous jouez en solo, parce que pour moi c'est essentiellement un jeu solo, hein, honnêtement, mais vous pouvez jouer à 2, et dans ce cas là vous avez 2 personnages à sélectionner. Si vous jouez en solo, et bien vous sélectionnez l'un des 2 qui vous est proposé pour cette aventure. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir mettre en place une aventure? C'est très simple, comme je vous ai dit, vous prenez le paquet de cartes blessures, vous le mélangez et vous le placez en dessous, vous mettez en place votre aire de jeu un peu comme vous le souhaitez, comme ça, et vous révélez forcément la première page du carnet. Et donc là voilà, c'est la première aventure, c'est la couleur tombée du ciel, et on va vous donner donc 2 personnages à sélectionner. Vous lisez le petit texte qui va vous donner un côté, enfin la partie narrative donc qui correspond à votre personnage, et en dessous en rouge sera indiqué donc ce qu'il va falloir que vous sélectionniez en plus, que les éléments qu'il va falloir que vous récupériez dans le paquet objet pour pouvoir commencer l'aventure. Donc par exemple ici, si je me place, si j'utilise par exemple Henry Willard, on va me dire en dessous, ok, vous le choisissez, vous prenez l'objet numéro 12, donc l'objet numéro 12 en gros c'est ça, pardon je l'ai déjà sorti, c'est la carte de l'investigateur. Vous récupérez l'objet 44 également, donc hop, vous cherchez là-dedans, vous prenez l'objet 44, très bien, voilà, vous l'avez ici, et ensuite on vous dit, voilà, vous pouvez commencer sur le plateau A, dans la zone A, donc on va le faire tout de suite, on tourne la page, on arrive au plateau A, donc la zone A, il y a des lettres en fait sur les zones, voilà, comme ça vous pouvez le voir, et vous placez donc votre standy dessus. Voilà, et vous allez pouvoir directement commencer la partie. Comment est-ce que ça fonctionne donc une partie de Lovecraft? Eh bien, vous allez devoir, donc déjà on va mettre le petit marqueur temps en bas ici sur la première case, vous allez à chaque tour pouvoir réaliser 2 actions. Ces actions elles sont très classiques, vous allez pouvoir vous déplacer de 0, enfin vous allez pouvoir déplacer de 1 à 3 cases, vous allez pouvoir investiguer sur le lieu où vous êtes, lorsqu'il y a une lettre sur le lieu où vous êtes, eh bien vous allez pouvoir vous référer à la partie narrative qui se trouve donc sur la partie basse du carnet.
Vous allez pouvoir utiliser des actions de cartes également, certaines actions qui notamment vous permettront d'attaquer. Et si vous jouez à plusieurs, vous allez pouvoir échanger des cartes objets avec d'autres investigateurs situés dans la même zone. Voilà, donc ça, c'est tout ce que vous allez pouvoir faire, et vous allez pouvoir le faire plusieurs fois. Vous pouvez faire plusieurs fois la même action pendant un tour. Et donc une fois que vous aurez réalisé vos 2 actions, eh bien il suffira d'avancer ce marqueur de round d'1 point, et donc de poursuivre ainsi. Si jamais vous atterrissez sur une case ici, comme c'est le cas là, affichée en rouge, eh bien il va falloir se référer au texte indiqué donc sur la partie basse du carnet, donc le 2 rouge par exemple ici, vous lisez le texte, vous réalisez éventuellement les tests indiqués, et ensuite vous poursuivez. Si vous arrivez jusqu'au bout et que vous deviez avancer encore le marqueur de telle manière donc à faire progresser le tour, donc autrement dit vous avez dépassé le temps imparti, et bien soit vous avez un autre plateau qui est débloqué par le biais de l'histoire, soit vous n'en avez pas. Si vous en avez, eh bien vous allez devoir changer de map forcément, et tant pis si vous n'avez pas pu tout explorer. Par contre, si vous n'en avez pas, eh bien c'est une défaite assurée puisque vous avez pris trop de temps. Et donc voilà, vous avez perdu. Voilà ce qu'il faut savoir en tout cas en général, en tout cas sur le fonctionnement de ce Lovecraft. Donc comment... alors je vais essayer de vous expliquer le jeu sans trop spoiler, parce que forcément c'est un jeu narratif, donc il va y avoir une histoire derrière, et l'idée ça va pas être de vous donner toutes les solutions, parce que si jamais le jeu vous intéresse, eh bien il y aura forcément moins d'intérêt à ce moment-là. Donc, par exemple, lorsque vous atterrissez de toute façon dans une nouvelle map, vous êtes systématiquement sur un A, enfin systématiquement, le 90% du temps vous serez sur un A avec un cerclage rouge autour. Ça signifie simplement que vous êtes obligé d'explorer, d'utiliser une action d'exploration, c'est-à-dire de vous référer au texte, et lorsque vous faites ça, eh bien ça vous consomme une de vos 2 actions. Donc par exemple ici, c'est le début de l'aventure, donc je sais plus son petit nom, la couleur tombée du ciel. Et en gros, voilà, c'est assez classique, vous êtes un détective privé, il y a une personne qui vient vous voir parce que son fils a disparu dans des circonstances mystérieuses, et donc on va vous proposer de le retrouver, bien évidemment. En dessous, on vous indique, donc par exemple, prenez l'objet 14, et bah très bien, hop, je prends l'objet 14, ça n'a rien de plus à faire, c'est mon portefeuille, donc ce qui va me permettre de déterminer l'argent qu'il me reste, forcément. On va pouvoir utiliser cet argent pour différentes choses. Ensuite, on va pouvoir donc regarder, ici j'ai 4 solutions différentes, donc A1, A2, A3, A4. Quand ça se présente comme ça, eh bien c'est simple, il va falloir simplement sélectionner l'une des 4 solutions. Par exemple, ici je peux demander noter d'informer mon client de mes honoraires. Donc dans ce cas-là, on me dit d'aller en A1, je vais en A1, qu'est-ce qu'il me dit? On met le marqueur d'argent sur 40$, très bien. Et voilà, du coup j'ai consommé une action. Si je souhaite poursuivre, donc l'interroger de nouveau, il va falloir que je consomme une deuxième action, que je refasse le processus, jusqu'à sélectionner le bon encart, donc A2, A3, A4, en fonction de la question que je vais poser. Par exemple ici, je peux lui demander plus d'informations au sujet de la disparition de son fils, pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé voir la police, ou encore dire simplement que je vais accepter l'affaire. Et donc ensuite vous allez avoir par un biais de texte, on va vous indiquer si vous progressez en tout cas que vous allez débloquer un nouveau plateau. Et donc là si vous acceptez la mission, et bien tout simplement on vous dit que vous avez débloqué le plateau de jeu B, et quand vous le souhaitez vous pouvez y aller. Donc le plateau de jeu B, hop, il est ici, on me dit de me mettre sur un A forcément comme d'habitude, et là par exemple en G et Z on me dit hop, en G et J pardon, de placer un marqueur Z, donc hop, un G ici et un J là. Ça signifie que je ne peux pas y rentrer pour l'instant, il va falloir que j'utilise une interaction, je ne sais pas laquelle encore, mais qui va être liée forcément aux lettres qui sont indiquées. Voilà comment ça fonctionne. Ensuite, donc vous changez de plateau et les règles sont toujours les mêmes, hein. Vous avez juste une nouvelle timeline en dessous, donc vous pouvez vous dire ok, 1, 2, 3, je me déplace ici, j'interagis avec ça, 1, je me déplace ici, j'interagis avec ça, ou... Enfin bref, après le fonctionnement reste toujours les mêmes. Maintenant on va parler de tout ce qui est test, parce que forcément dans ce genre de jeu, vous savez, vous avez des tests à réaliser qui correspondent à vos compétences. Donc là vous avez 4 compétences qui sont indiquées sur votre carte de détective, et bien tout simplement vous allez des fois avoir ce genre d'indication. Donc ici on vous dit il va falloir réussir 2 succès dans cette compétence là pour pouvoir défausser un marqueur Z. Alors je prends complètement au hasard dans le texte, mais c'est juste parce que c'est le premier qui me saute aux yeux. Donc lorsque vous avez un test à réaliser,
réaliser, vous allez utiliser ces D6 qui sont assez classiques là, et vous allez en lancer autant que le chiffre de votre compétence qui correspond donc à ce que vous souhaitez faire. Donc ici j'ai une compétence, ça va être de la force, de l'athlétisme. Donc là j'ai 4, on me dit que je prends donc 4 dés et je lance les 4 dés. Pour faire un succès, vous avez plusieurs manières différentes. Soit vous réussissez à faire un double, et dans ce cas c'est un succès. Si vous faites un triple, c'est également un succès pour le triple, mais également un succès pour un double, puisque vous avez un double dans un triple. Et si vous faites une suite, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà, typiquement, là vous avez un succès également. C'est-à-dire que donc du coup, si je fais ce lancer-là, eh bien j'ai 2 succès, parce que j'ai une suite ici, parce que j'ai un double. Si j'avais fait par exemple comme ça, eh bien je n'avais qu'un seul succès, parce que je n'ai qu'une seule suite. Si j'ai, donc comme je vous ai montré, un triple, je vais y arriver, hop, comme ça, eh bien donc oui, j'ai un succès pour le triple et un succès pour le double. Par contre, vous ne pouvez pas vous redire, bah oui, mais j'ai un autre double dedans. Non, parce que vous ne pouvez pas utiliser 2 fois le même dé pour le même type de combinaison. Un dé peut être utilisé une seule fois pour un double, une seule fois pour un triple et une seule fois pour une suite. Voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner. Et donc, si vous réussissez à faire autant de succès qu'indiqué sur le test, eh bien, vous réussissez le test. Et donc, forcément, vous lisez l'encart qui correspond en face. Et donc, forcément, bah, ça va être, si vous réussissez, normalement, vous avez des choses qui sont plus positives que si vous échouez. Parfois, bah, vous n'aurez rien. Simplement, il suffira de recommencer dans ce cas-là. Voilà ce qu'il faut voir en tout cas pour les tests. Vous allez forcément au bout d'un moment avoir des combats qui vont arriver. Donc ces combats, comment est-ce qu'ils se passent? Eh bien, vous allez avoir, alors je prends complètement un ennemi complètement au hasard. C'est le texte qui va vous dire, bah voilà, il y a des ennemis qui arrivent, etc. Eh bien, lorsque les ennemis arrivent, il va falloir donc prendre la carte qui correspond à l'ennemi. Donc pour ça, c'est le texte qui va vous le dire, hein. C'est pas à vous d'aller chercher dans le paquet comme je suis en train de faire là. Le texte va vous dire, bah voilà, vous affrontez par exemple un cultiste, prenez la carte du cultiste, ok, très bien. Et donc comment ça marche? Eh bien, c'est pareil, sauf que, enfin c'est pareil, vous avez le même nombre d'actions par tour, mais il va falloir que vous utilisiez des armes. Donc attention, vous voyez par exemple là j'en ai pas, je pourrais tout à fait progresser dans l'aventure et ne pas avoir d'armes. Auquel cas, si je me retrouve face à un ennemi, bah je suis coincé, je peux pas faire grand chose. Donc là, si typiquement, je sais plus où, je vais essayer de vous retrouver une arme, hop, histoire que vous puissiez voir, peu importe laquelle, on va dire, tac, 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 le coquerie, voilà, très bien, on va prendre ça. Donc, admettons que j'ai une arme et que donc je me retrouve face à un adversaire, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, vous allez devoir faire le test qui est indiqué en dessous, en bas à gauche de l'arme, pour pouvoir attaquer. Donc par exemple, si c'est un test d'athlétisme, je regarde, j'ai une valeur de 4, je lance mon mes dés, qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Bah là, pas grand-chose, j'ai fait 0, si j'ai fait un succès, pardon, ici, un succès double. 2 fois, ça veut dire double, 3 fois, ça veut dire triple, et quand vous avez des pointillés entre crochets, c'est une suite. Par exemple, si je regarde double, qu'est-ce que double ça signifie? Ça signifie simplement que l'adversaire dans ma zone va recevoir une blessure. Et bien dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Hop, je place une blessure sur mon adversaire, donc ici ou là, en fonction du nombre d'ennemis qu'il y a sur le plateau. Et vous pouvez refaire ça, donc vous pouvez utiliser vos 2 actions pour attaquer. Donc ici, pour chaque double, j'infligerai un dégât, pour chaque triple, j'infligerai un dégât. Et donc ça c'est donc, pardon, on va le faire dans le cas où je suis au corps à corps. Si jamais vous êtes à distance, vous avez des cartes qui vous précisent LDV, donc ligne de vue, c'est pareil, c'est assez classique. À partir du moment que le centre de votre case peut atteindre un endroit de la case de votre adversaire, et bien vous l'avez en ligne de vue. Et dans ce cas-là, c'est une attaque à distance, quoi, tout simplement. Donc par exemple ici, je pourrais tout simplement lancer, défausser ma carte, ce signifie que je lance le couteau pour infliger directement 2 dégâts, ce que je pourrais faire maintenant par exemple. Une fois que vous avez fait vos 2 actions, là, on n'avance pas tout de suite le marqueur, puisque lorsqu'il y a un ennemi, eh bien c'est au tour de l'ennemi, et l'ennemi également a 2 actions. Non, à une action, pardon, excusez-moi. L'ennemi a également une action. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va lancer les dés qui correspondent donc à l'indication qu'il y a à gauche de sa carte ici. Donc il y a 5 dés. On lance les 5 dés et on regarde ce qu'il a fait. Ok, il a fait un triple. Donc un triple, ça vaut également un double. Ok, double, donc en taille et se déplace de 1. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Hop, il va se déplacer de 1 vers moi et il va essayer de me frapper. Mince, il peut pas parce qu'il n'est pas encore au corps à corps avec moi. Très bien, on passe au triple. Donc attention, on me dit, quantique profane, il faut que je réussisse un test, donc c'est test d'esprit, là, le 3, sinon je subirai une blessure mentale. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je lance les dés, est-ce que j'ai réussi un succès? Oui, super, j'ai réussi un succès, j'ai fait un double, parfait, donc ça ne m'arrive pas. Si par contre je devais subir une blessure, que ce soit physique ou mentale, vous prenez une carte de ce paquet-là, à gauche vous avez les blessures physiques, à droite les blessures mentales. Si c'est une blessure mentale, eh bien vous cachez la partie blessure physique, vous laissez apparaître le reste. Si c'est une blessure physique, c'est le contraire. Donc ici par exemple, une blessure mentale, je ne peux plus utiliser les bonus des cartes alliées, donc là pour l'instant je n'en ai pas, mais vous allez voir que vous allez
avoir des cartes alliées qui vont vous permettre de relancer des dés, d'ajouter des valeurs, etc. La partie de gauche, par exemple, si je m'étais pris une blessure physique et que j'avais pioché cette carte, il faudrait que je réussisse un test donc de mécanique, je sais pas exactement comment ça s'appelle, avant de vous déplacer, sinon je ne peux me déplacer que de 0 ou une zone. Donc voilà ici ce qu'il fallait savoir sur les blessures. Donc vous avez des objets qui vous permettront de défausser des blessures. Par exemple, j'ai à l'esprit la bouteille de whisky qui vous permet, c'est assez classique dans les jeux Lovecraft, lorsque vous buvez de l'alcool, généralement vous pouvez vous débarrasser d'un peu de blessures mentales. Vous avez aussi des analgésiques qui vous permettent de défausser des cartes blessures physiques. Enfin bon, assez classique de ce point de vue-là. Et voilà, donc le combat va se poursuivre de cette manière-là, jusqu'à ce que vous ayez éliminé l'ennemi. Si ça n'est pas le cas, eh bien vous avez perdu. Donc attention à être bien préparé. Comme je vous le disais, c'est possible de démarrer l'aventure et que vous soyez passé à côté d'un encart à explorer, et donc vous vous retrouvez sans armes, et donc là, ça va être très compliqué pour vous, je vous cache pas. Donc il faut bien prendre ça en compte lorsque vous allez commencer à jouer à ce jeu, donc à ce Lovecraft. Et voilà, donc c'est donc tout ce qu'il fallait voir, en tout cas sur le fonctionnement de ce Lovecraft. Donc vous l'avez compris, c'est un jeu d'aventure assez classique qui va vous demander d'utiliser des actions, et avec une narration évidemment derrière. Donc vous voyez par exemple sur ce genre de page là, vous avez pas mal de texte et pas mal de points à explorer, donc évidemment ce sera une aventure narrative avec des mécaniques donc de jeux d'exploration, de jeux d'aventure comme on les connaît. Maintenant donc je vais revenir forcément sur ce jeu, sur ce Lovecraft, avec ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé. Si je prends donc le jeu en lui-même, c'est-à-dire le jeu narratif tel qu'il est, je vais pas vous mentir, la traduction parfois laisse à désirer. C'est-à-dire que les tournures de phrases sont pas forcément très belles, et vous avez pas mal de coquilles dans l'impression du texte. Donc vous avez des renvois qui sont pas cohérents, c'est-à-dire que par exemple vous allez sélectionner une réponse, alors je sais pas, je vous donne un exemple, par exemple, je vais utiliser tel objet pour faire telle action, et puis finalement, lorsque vous allez vous retrouver sur le renvoi, vous allez vous rendre compte que le jeu vous a orienté vers une autre réponse que vous n'auriez pas sélectionnée. Donc ça, c'est même très dommage dans ce type de jeu. Typiquement, vous faites un livre dont vous êtes le héros et le renvoi de page n'est pas bon, vous êtes perdu, quoi, tant pis pour vous. Hein. Donc ici, il n'y a pas autant d'éléments que dans ce type de livre-là, mais mine de rien, ça vous sort quand même un peu de cet aspect-là. Également, je vais vous parler donc des incohérences que j'ai trouvées, puisque vous avez, dans ce type de jeu, normalement, les choses doivent s'enchaîner assez bien, c'est-à-dire que lorsque vous avez sélectionné une réponse et que finalement il n'y a pas de machine arrière, vous devez avoir un élément qui puisse vous bloquer pour éviter justement de refaire cette action. Sauf que là, parfois ça n'arrive pas. Je vous donne un exemple tout simple. À un moment donné, je me retrouve face à un coffre verrouillé. J'ai la possibilité soit d'essayer de trouver la combinaison et de l'ouvrir, soit de le forcer. Donc je décide de le forcer. Qu'est-ce que je fais? Je casse le contenu qui se trouve à l'intérieur, donc je ne peux pas le récupérer, mais rien ne m'empêche de retourner sur le coffre et de refaire cette action en décidant de le crocheter, vous voyez. Donc après, vous pouvez vous dire, ok, bon, du coup, c'est à vous d'être rigoureux là-dessus, etc. Mais clairement, quand c'est laissé au hasard, c'est un peu dommage parce que rien ne m'empêche de le faire. Donc, si rien ne m'empêche de le faire, pourquoi je le ferais pas? C'est bon, voilà, ces parties-là, moi, c'est des choses qui parfois me sortent un peu de cet aspect immersif qui devrait exister donc, dans ce type de jeu. Également, vous allez voir qu'il y a des incohérences au niveau des dialogues, puisque vous allez vous retrouver, pareil, je peux vous donner un autre exemple, où vous discutez avec une personne, puis là, bam, il y a une attaque d'ennemis, on vous explique qu'un tel s'est évanoui sous la panique, etc. Puis en fait, vous retournez lui parler, puis non, tout va bien, il est en train de faire des pâtes. Donc il est en train de cuisiner des pâtes, c'est un petit peu... Ça, c'est un petit peu dommage, pour le coup, enfin, faut qu'il y ait dans ce type de jeu une cohérence, absolument, faut qu'il y ait un lien, en fait, dans tout ce qui se passe, c'est-à-dire que s'il y a un événement fortuit qui se produit, eh bien, dans ce cas-là, il faut que la continuité de la narration se suive vis-à-vis de cet événement-là. Vous pouvez pas vous retrouver dans une maison, la maison prend feu, et puis finalement, vous rentrez à l'intérieur, vous buvez un thé, c'est pas possible. Et clairement, c'est un peu ce qui se produit dans ce jeu-là, et c'est franchement dommage lorsque l'on souhaite intégrer la narration et l'immersion dans un jeu. Également, j'ai sélectionné cette page-là parce que moi c'est celle-ci qui m'a sauté aux yeux. Je vais pas vous mentir, le jeu est vraiment pas beau. Voilà, donc quand vous jouez sur un jeu d'aventure, généralement c'est des tuiles, vous avez un plateau, bref, vous avez des illustrations, des images, donc notamment sur des tuiles, vous avez des décors qui sont faits, qui sont plutôt très jolis, très joliment représentés. Ici, clairement, c'est de l'image internet qui a été pluguée sur les pages pour pouvoir vous donner un décor. Donc ici, on voit des textures de
de briques, des textures de parquet, des textures de pierre qui sont toutes extrêmement régulières. Vous avez donc des tables, en plus c'est que des clones, hein, clairement 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est exactement les mêmes tables qui ont été posées en copier-coller, qui n'ont pas trop de définition, donc tout est assez flou, et les personnages sont extrêmement laids, puisque du coup vous vous retrouvez avec des personnages qui sont parfois utilisés dans les examens des codes de la route, c'est-à-dire que des personnages qui sont en images de synthèse, donc des choses qui datent des années 2000, hein, clairement, avec peu de texture, même pas d'ombre sur certains personnages, et parfois les ombres sont même pas cohérentes, c'est-à-dire que là voilà on a une ombre qui est reflétée à droite, là on a une ombre qui est reflétée à l'avant. Ça c'est franchement dommage. Et pareil ici vous voyez par exemple on a une porte, alors la porte clairement c'est une planche qui est collée sur le mur et, légèrement surlignée en fait pour qu'on puisse la voir. Donc ça clairement sur un jeu narratif c'est impardonnable, d'avoir non seulement des incohérences scénaristiques, et en plus de ça, de se retrouver avec quelque chose qui n'est pas joli. Donc pour pouvoir rentrer dans l'univers, eh bien accrochez-vous, si vous êtes vraiment, intéressé par un jeu narratif, et que vous réussissez à rentrer dans des conditions pareilles, eh bien félicitations, moi c'est pas mon cas. Clairement c'est trop compliqué, il y a beaucoup trop de choses qui sont laissées au hasard, comme ces dessins, comme parfois la traduction, comme certains éléments scénaristiques, pour pouvoir me permettre de rester dans le jeu. Également, je vais parler donc de l'exploration, parce que vous avez compris, je pense, c'est la grosse partie de ce jeu-là, ça va être d'explorer donc certains lieux. Vous allez voir qu'il y a énormément de lieux qui ne servent à rien. C'est-à-dire que vous allez aller à des endroits, on va vous dire, voilà, j'ai trouvé un bout de papier par terre, mais il est insignifiant. Enfin, je résume parce que j'ai pas le texte exactement sous le nez. Mais il y a des moments où vous allez explorer un endroit, vous allez réaliser des tests, vous allez avoir plusieurs solutions, vous allez revenir pour finalement vous rendre compte que ça n'a servi strictement à rien. C'est-à-dire que vous avez fait plusieurs actions, vous avez réussi plusieurs tests pour absolument rien, puisque vous n'avez rien en retour, si ce n'est un léger texte narratif, mais qui n'apporte absolument rien à la suite de votre aventure. Et ça, clairement, ça c'est vraiment dommage. Du coup, j'avoue que cette partie-là, moi je ne l'ai pas comprise, à part rajouter du temps de jeu finalement derrière. Je trouve ça assez dommage d'avoir laissé autant de lieux qui sont finalement assez inutiles. Et également un autre truc qui m'a dérangé, c'est que c'est un jeu donc qu'on appellerait donc Die and Retry si vous êtes dans l'univers un peu du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il y a certains éléments, vous allez progresser en fait dans l'aventure, et parfois vous allez vous retrouver dans une situation de mort certaine. C'est-à-dire que parce que vous n'avez pas fait telle chose à tel endroit, et bien vous êtes rendu à un endroit trop tôt en gros, et bien vous n'avez pas machine arrière possible, vous allez donc perdre. Et si vous perdez, donc parfois vous pouvez retourner sur des lieux qui sont indiqués comme ça, des lieux de sauvegarde, mais clairement vous retournez en arrière, vous avez perdu sur quelque chose qui n'est pas vraiment de votre propre fait, puisque vous ne connaissez pas l'aventure. Donc là, je pense que l'idée c'est de jouer sur la rejouabilité en disant, de toute façon vous recommencez l'aventure, et vous prenez un autre chemin, mais c'est très frustrant quand vous jouez sur ce type de jeu-là, de retourner en arrière simplement parce que, pas parce que vous avez fait une erreur, hein, parce que simplement, le jeu vous a proposé plusieurs solutions, vous avez choisi la mauvaise, mais sans forcément le savoir. Donc c'est un petit peu... Là-dessus c'est pareil, c'est très frustrant. Pour le coup c'est vraiment très frustrant. Sur le moment vous n'avez pas envie de recommencer, donc vous y revenez plus tard. Mais pareil, quand vous y revenez plus tard, forcément il y a beaucoup de choses que vous savez déjà. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte quand même, hein, parce que forcément, au début, par exemple, je peux vous donner un exemple, la première partie que j'ai faite, je me déplace, je change, je pars de mon bureau, et en fait je n'ai pas pris d'armes. Voilà, j'avais pas d'armes, donc je me retrouve face à un ennemi, mais qu'est-ce que je fais? Je fais rien, tant pis, hop, on recommence à zéro. Parce que c'est possible de partir de son bureau, et ne pas avoir d'armes, parce qu'il n'y a rien qui vous indique que les armes sont à tel endroit. Seulement, vous ne pouvez pas forcément tout explorer, parce que vous n'avez pas assez de temps. Donc voilà ce qui peut se produire dans ce type de jeu. Voilà donc ce que j'avais à dire sur ce Lovecraft. Donc vous l'avez compris, ce n'est pas mon jeu favori. Clairement, en plus... Appeler un jeu Lovecraft, je trouve ça relativement couillu, dans le sens où d'autres éditeurs, donc type FFG, hein, parce que c'est eux qui ont fait quand même beaucoup de jeux sur la gamme, ne se sont pas permis de le faire. C'est difficile d'appeler un jeu Lovecraft, hein. Je veux dire, si vous jouez à un jeu Star Wars, vous n'allez pas l'appeler Lucas. Lovecraft, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je trouve qu'il y a beaucoup de prétention finalement derrière ce titre. C'est-à-dire que vous allez vous dire, ok, c'est le jeu Lovecraft, c'est la référence. Ce jeu-là, c'est la référence, puisqu'il a le nom de l'auteur, donc il est inspiré de tous ces jeux.
Donc là, vous avez le jeu ultime. Eh bien non, pas du tout, c'est juste, je pense que c'est pour pouvoir vendre, hein, j'imagine, ce titre Lovecraft, mais clairement, c'est loin d'être le meilleur de la gamme, hein, bien loin. Donc ne vous fiez pas au titre. Ok, il y a un univers l'univers est tiré de Lovecraft, ça, il n'y a pas de doute, même si ça reste quand même relativement léger, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont copiées-collées. Par exemple, quand je vois cet investigateur, là, ce détective, là, Henry Willard, quand je lis un petit peu son histoire, vétéran de la guerre, sombré dans l'alcool, etc., c'est des choses qu'on retrouve finalement dans tous les jeux, que ce soit Horror Arkham, les contrées de l'horreur, même les jeux vidéo, il y avait l'appel de Cthulhu, donc le Call of Cthulhu, le jeu vidéo, vous avez, j'ai perdu son nom, le Sinking City, donc la cité engloutie, c'est pareil, le personnage principal a ce même type de tare, en gros, il revient de la guerre, etc., il est alcoolique, il a des visions, tout ça. Donc il n'y a rien d'original finalement dans cette narration, il n'y a rien d'original dans ce jeu, donc clairement, si vous aimez Lovecraft, si vous aimez les jeux narratifs sur Lovecraft, enfin sur l'univers de Lovecraft évidemment, pas sur l'auteur en lui-même, eh bien je vous conseillerais de trouver autre chose, puisqu'ici c'est raté. Et voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire sur ce Lovecraft. Si vous avez apprécié cette vidéo malgré tout, laissez-moi un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir de voir que vous interagissez forcément avec le contenu, bien évidemment. Surtout, le plus important pour moi, c'est de voir vos commentaires. Est-ce que vous êtes intéressé par ce jeu? Peut-être que moi, je suis passé complètement à côté, je veux bien l'accepter. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions, évidemment, c'est toujours pareil. Je réponds à tous les commentaires, que ce soit sur le jeu, sur la gamme Lovecraft, peu importe. N'hésitez pas à commenter. Et évidemment, si vous arrivez ici un petit peu par hasard, parce que vous avez vu Lovecraft et que vous êtes un fanat de l'univers, ou pas du tout, j'en sais rien, eh bien abonnez-vous, évidemment abonnez-vous, ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Donc, après tout ça, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée. À bientôt sur la chaîne Jeux en Carton.